à tous. Bienvenue à Manger c'est voter sur le bord du lac du Bourget, entre Aix-les-Bains et Chambéry, dans cette belle Savoie ensoleillée en cette mi-journée. En revanche, ce matin, au petit matin, lever du jour, autre ambiance météo. Ce matin, Manger c'est voter est en Savoie. Petit rendez-vous matinal avec Cédric Vial, le sénateur LR de ce beau pays de Savoie, qui m'attend quelque part par là. Ah oui, je le vois. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Merci de m'accueillir à la fraîche ce matin. Bienvenue. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est matinal, mais c'est beau, ça valait le coup de monter ici. Voilà, vous êtes au cœur du massif de la Chartreuse. C'est un petit massif qui est à cheval sur l'Isère et la Savoie. Alors vous êtes natif d'ici. Voilà. Ça c'est chez vous, là, les Échelles. Les Échelles, voilà, qui est une petite bourgade rurale, ancien chef-lieu de canton. Il est vrai que c'est une Savoie qui est un peu méconnue, parce que quand on pense Savoie, on pense sport d'hiver. C'est la première destination en termes de sport d'hiver au monde, la Savoie, avec les plus belles stations, les plus grandes stations. On a de la moyenne montagne comme ici, avec la Chartreuse plus vallonnée, avec les Bauges qui sont au-dessus de Chambéry. On a une partie urbaine, et puis on a aussi quelques territoires très ruraux. La Vampire Savoyarde, c'est un territoire vraiment rural typique, j'allais dire, ouais. Entre plaine et moyenne montagne. Aujourd'hui, vous êtes sénateur, après avoir été maire des Échelles dont vous êtes natif. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné la fibre? J'étais pas du tout destiné à faire de la politique, entre guillemets. J'étais un scientifique, moi, de formation, et j'avais cette mentalité scientifique. Je suis devenu adjoint au maire à 22 ans parce que j'étais impliqué, j'avais envie de faire bouger les choses dans ma commune. Et à l'époque, la raison de mon engagement, c'était la défense de la ruralité et des petites communes. Ça me semblait être un des sujets les plus importants qu'on était en train de vivre, cette désertification dans nos rurales, cette dévitalisation des territoires. Et donc, j'y suis allé un peu comme un cri, quoi, pour dire, voilà, il faut que, si personne le dit, il faut que quelqu'un le dise. Ça tombe bien, hein, pour Manger c'est voter, c'est même tout à fait indiqué. Est-ce que vous m'emmèneriez à la visite de votre Savoie, cette Savoie agraire, et à la visite des producteurs que l'on va rencontrer toute la journée? Avec grand plaisir. Nous voilà partis sur les routes de Savoie avec Manger c'est voter, à la découverte du miel et des abeilles en haute montagne. Puis nous découvrirons le lait, le fromage et les vaches tarentaises qui le font, avant de voir des enfants, des lycéens, heureux de leur cantine scolaire. Mais tout de suite, allons rendre visite à Florian et Nathalie, des maraîchers de la vallée de l'Isère, qui ont connu il y a quelques jours une vraie catastrophe climatique. Vous m'emmenez au potager, c'est ça? Voilà, on est à Grésy-sur-Isère, chez Florian Chupin, qui est un jeune maraîcher qui a monté son affaire récemment, ouais. Qui s'appelle La Fin des haricots. Et exploitation qui a malheureusement jamais si bien porté son nom, parce qu'ils ont été victimes, là, il y a quelques jours, d'un épisode de grêle assez important. Aïe, 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 aïe. Bonjour. 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 Bonjour Florian. Bonjour. 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 Bonjour madame. Je retire la gapette, hein, parce que ça s'est un petit peu calmé momentanément, j'imagine. En revanche, vous, les intempéries, là, elles ont vraiment causé énormément de dégâts. Ce sont des choux là qu'on voit, des choux-fleurs? À la base, c'est des choux-fleurs. La grêle est passée dimanche. Ça a duré 15 minutes. Et pourtant, une feuille de chou, c'est résistant, hein, je veux dire. Jusqu'à un certain point. D'habitude, c'est sous voile pour éviter le moins de prédateurs, mais là, ça a même déchiré les voiles. Ça doit vous désoler, vous êtes sur votre terroir et vous voyez des gens qui souffrent et de la belle production bio, maraîchère, qui souffre aussi. C'est terrifiant, quoi. Il y a un côté désolant. Quand on imagine le travail que ça doit être de faire tout ça et de voir qu'en un quart d'heure, c'est tout le travail qui est jeté, ça doit être très dur moralement, dur financièrement. Et puis on a des épisodes qui sont de plus en plus récurrents.
avec nous une viticulture et du maraîchage qui est très sensible à ces aléas qui sont de plus en plus fréquents, et puis des problèmes assurantiels, j'imagine. J'imagine que vous n'êtes pas assuré. Non, pas pour le plein champ. Quand j'ai débuté, ça existait, l'assurance plein champ n'existait pas, ils m'ont dit. Ouais. Et puis là maintenant, ça vaut. Pour une petite exploitation, c'est pas possible. Ouais. D'ailleurs, le Sénat a voté une loi pour justement permettre de pouvoir assurer ce type de récolte, puisque c'est des récoltes qui sont dites assurables, mais l'assurance est trop chère pour les agriculteurs, donc personne ne la prend. Et vu qu'elle est assurable, elles ne sont pas soumises aux calamités agricoles. C'est-à-dire que même s'il y a une calamité agricole reconnue, ils n'ont pas le droit aux indemnisations. Florian, ouais. Vous êtes en bio. Ouais. Là, vous avez perdu combien de votre récolte? Sur ce terrain-là, on va être à hauteur de entre 60 et 70% de pertes. Et 70% de pertes, vous allez pouvoir en répercuter une partie dans vos prix de vente ou c'est pas possible? Non, je travaille beaucoup en AMAP, donc c'est des contrats qui sont signés en début d'année. On va leur mettre des légumes qui sont moins beaux, qui sont un peu tapés, etc. En expliquant? En expliquant, en faisant de la pédagogie, et du coup ça va mieux passer. Mais ils vont voir qu'il y a eu de la grêle, etc. Ils vont aller au supermarché. Il y aura des fruits et des légumes qui viennent d'Espagne, de partout. Ou même de nos régions, de Bretagne, qui n'aura peut-être pas été touchée. Mais ça va pas, du coup, on va pas le sentir. Alors qu'avant, quand c'était que en local, les gens... on se passait de manger du chou parce qu'il n'y en avait pas, parce qu'il y avait eu la grêle. Il n'y avait plus de chou, il n'y avait plus de salade, et pendant 3 semaines, ça attendait, et voilà. Sauf que maintenant, on a tout ce qu'on veut tout le temps et très rapidement, à bas coût. Du coup, répercuter, non, c'est pas possible. Et quand on est dans une période d'inflation importante, c'est difficile d'expliquer en plus qu'il va falloir augmenter les prix pour intégrer du risque, etc. Mais c'est l'équation qui est quasiment impossible à résoudre, à laquelle on est confronté en ce moment. On va jeter un coup d'œil aux salades ensemble. C'est terrible parce qu'on a l'impression de voir, désolé de faire le comparatif, mais une sorte de bombardement climatique, quoi. La grêle, ça cause des dégâts terribles. En fait, c'est comme un animal qui aurait pris une volée de plomb, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que ça crée des traumatismes sur la salade. Mais là, vous allez pouvoir récupérer quelque chose, là? Non, là, toute foutue à 100%. Là, ça part tout aux poules. Là. Elles sont contentes. Celles du voisin, elles vont... Mais ouais, non, là, c'est tout... Je vois que vous avez encore le sourire. Je pense que votre cœur est gros, quand même. Il faut. Sinon, on arrête tout, on plie bagage et puis terminé. Mais non, là, il faut bien... Les images resteront et je suis sûr qu'elles seront regardées et que vous aurez même des témoignages d'affection. Ouais. Courage et merci. On va repartir par là, monsieur le sénateur. C'est fou, quand on voit maintenant le soleil. On disait chez le maraîcher, le temps change vite en montagne, c'en est l'illustration. Je suis encore tout retourné de l'état de son jardin, quoi. On va où là maintenant? Je crois qu'on retourne en ville? Alors maintenant, oui, on va à Chambéry, on va au lycée Monge, qui est un gros lycée de centre-ville, lycée général, technique et technologique. Dites donc, c'est un beau lycée ici. Bonjour. Merci de nous accueillir. Marie-Laure Cholet, qui est la chef, et Grégory Jon, qui est le gestionnaire de l'établissement. Ici, c'est un très bel établissement. Je veux dire, on sent que c'est spacieux. Alors, l'espace, il est grand, mais quand on a nos 950 élèves, on ne le voit plus. Ah oui, bien sûr, ça habille. Voilà. Est-ce qu'on peut aller visiter votre cuisine? Écoutez, avec plaisir. Je vous laisse passer. On y va? Prendre permission de monter à bord, monsieur le sénateur, allez-y. Combien de personnes en brigade ici, Marie-Laure? On est 10. Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour. Qu'est-ce qui se prépare là? Une grosse giflette au reblochon. Et alors, qu'est-ce que je vois sur la table? Des reblochons fermiers. Non mais le fermier c'est cher, Grégory. Alors, oui, effectivement, c'est un produit qui est plus cher que le reblochon laitier, mais on dispose d'un système en région Auvergne-Rhône-Alpes, et cette plateforme d'achat, en fait, elle fait du sourcing auprès des producteurs locaux, ce qui nous permet de pouvoir acheter des produits locaux. C'est vraiment une aide qui est apportée à votre travail quotidien? Tout à fait. Le service de restauration du lycée Monge, c'est pas loin de 500 000 € de recettes par an, recettes payées par les familles pour consommer les repas, au prix de 4,20 €, ce qui est très raisonnable dans le contexte que nous vivons actuellement. Pour moi, c'est une sécurité en fait de gestion, puisque là, en fait, il y a un service à la région qui met à jour les prix en permanence. Et alors, autour d'ici, comme autour de tous les lycées,
Il y a beaucoup d'établissements de snacking, de fast-food qui se sont positionnés hein, et ils savent bien comment attraper nos jeunes. Vous avez une réponse à ça ici hein? Nous avons réfléchi il y a déjà quelques années à proposer une formule à emporter avec des produits. On pourrait retrouver un jour une croziflette à emporter. Un jour ça peut être sandwich, un jour ça peut être box, un jour ça peut être salade. Alors Marie-Laure, je vais vous poser la question qui fâche. Est-ce que vous faites des burgers du coup? Je fais des burgers maison. Et toute l'offre qui est en cafétéria, en snacking, est faite maison. Oh, la belle croziflette. Ça sent bon, hein? C'est le meilleur moment de l'émission. C'est quand on met la fourchette dans l'assiette. Bonjour messieurs. Bonjour Vincent. Attention abeilles, faut que je m'équipe moi aussi? Au-delà de cette barrière, l'équipement est requis. Anthony, alors je suis désolé, je suis venu seul, comme vous voyez, parce que monsieur le sénateur a dû rester à l'école. Et là, on a combien de ruches autour de ce terrain? Là, on a 25 ruches de production. Ce sont des multitudes d'éléments cubiques. Dans ces 2 éléments cubiques, on a ce qu'on appelle le nid à couvain. C'est là que se trouve l'arène avec les larves, enfin les futures abeilles. Ça, c'est la ruche, à proprement parler. Jusqu'à cette partie-là. D'accord. On va contenir l'arène sur la partie basse. Et puis, à partir de ces éléments-là, ce seront du remplissage de miel. Là, on a une hausse de miel. Donc ça, c'est un cadre. Là, il est operculé. Donc le miel qui est contenu dans les alvéoles sous bouchon de cire est mûr. Et donc en dessous, on aurait des rayons aussi, mais avec des œufs. C'est ça. Donc là, extraordinaire. On aura le couvain. Ah oui, d'ailleurs, on voit que c'est pas du tout la même couleur. On cherche la reine. On cherche la reine. Amusons-nous. Ah bah elle est là la reine. Elle est là, avec son point blanc là. Avec un dossard numéroté. Et elle va pondre combien d'œufs pendant 5 ans de vie? Ouf, alors en saison de production, comme là, du mois d'avril au mois de juillet, elle va être entre 3 et 4 000 œufs par jour. Elle n'aura qu'une période d'accouplement qui va lui permettre de pondre, de féconder ses œufs tout au long de sa vie. Quand on dit Savoie, les gens ils pensent parc de la Vanoise, les fleurs dans les champs, les fleurs de printemps, les prairies d'alpage. La réalité est un peu différente en zone cultivée et zone d'élevage surtout, non? On est sur une zone arboricole avec beaucoup de cultures de pommiers poiriers. Et quand on sait que le parcours phytosanitaire du pommier poirier est aussi conséquent que celui de la vigne. Ça veut dire que les voisins, quand ils font des traitements phyto, ça peut perturber énormément? Ah oui. Il y a un truc que je me demandais, c'est une terre d'élevage, évidemment, et notamment pour le lait. Mais la vache n'est pas l'ami de l'abeille. En tout cas, pas l'ami de l'apiculteur. Pourquoi? Parce que la pratique d'élevage des bovins requiert de la part des agriculteurs de faucher l'herbe avant sa maturité. Ce qui ne permettra pas aux fleurs d'arriver à terme de leur floraison et donc de grainer et de se ressemer pour l'année suivante. Avant, on avait du sainfoin, on avait des circes, on avait des scabieuses, on avait tout un ensemble de fleurs de prairie qu'on trouve de moins en moins parce que cette pratique de fauche ne permet plus la reproduction de la fleur. L'abeille, c'est un peu un lanceur d'alerte en matière de dérèglement climatique. Est-ce que vous avez l'impression d'être mieux entendu qu'il y a 10 ans? Effectivement, l'abeille a un rôle de sentinelle de l'environnement. On a des zones sinistrées dans le monde, comme la vallée du Sichuan en Chine, où ils en sont à employer des gens pour aller polliniser au pinceau des cerisiers et des fruitiers. Parce qu'il n'y a plus de pollinisateurs naturels et qu'il faut le faire manuellement. Est-ce qu'on peut aller voir l'extraction du miel? Oui. Parce qu'on en parle, mais j'aimerais bien mettre le doigt dedans et goûter. Le gourmand s'exprime. Et voilà, la mielerie, Vincent. Bonjour, Sandra, c'est ça? C'est ça. Ah oui, alors, là, il y a un petit problème. Ah mais vous pégez drôlement, hein, comme on dit, hein.
Je vais me faire un petit plaisir, c'est-à-dire récupérer un petit morceau de rayon, parce que ça, c'est le chewing-gum au miel rêvé, ça. C'est ça. C'est beau la Savoie, hein. J'étais en train d'admirer les montagnes sur les abords du lac du Bourget, là, en redescendant de mes ruchers. Le sénateur m'a donné rendez-vous un petit peu plus loin, du côté de Chambéry, au lycée agricole de Raynac. Hello! Me revoilà. Rebonjour. Monsieur le sénateur. Bonjour messieurs. Bonjour. David Jouve, le proviseur de l'établissement Raynac. Monsieur le proviseur. Et Benoît Girard, le responsable de l'exploitation. Bonjour. Avec ses filles, voilà. Apparemment. Les tarines, voilà. Elles sont belles. Elles ont des yeux un peu ourlés comme les jersiaises. Hein. Ouais. Protection contre le soleil en altitude. Elles sont très douces. Hein. Elles sont douces, ouais. Les vaches laitières, elles ont l'habitude d'être manipulées, d'être approchées par les hommes, et notamment dans l'exploitation du lycée agricole. C'est aussi un de nos enjeux, c'est d'élever des animaux qui soient dociles. Monsieur le sénateur, on est sur la commune de la Motte-Servolex, hein, c'est ça? C'est une commune particulière dans on va dire la couronne de Chambéry. Oui, parce que c'est une commune de l'agglomération chambérienne qui a la particularité d'être aussi la commune la plus agricole du département. Et donc qui a à la fois un domaine forestier, un domaine agricole important avec beaucoup d'exploitation et une partie très urbaine. Du coup, avec ce côté moitié urbain, moitié rural, dans vos élèves au lycée agricole, vous devez avoir pas mal de gamins de la ville. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que on forme de moins en moins de fils d'agriculteurs et de plus en plus de jeunes urbains. On a les sportifs de la filière ski, que ce soit le nordique ou l'alpin. Quel rapport entre le lycée agricole et le sport de haut niveau? J'ai pas compris là. On a besoin de double actif parce qu'en montagne, l'agriculture est particulière, elle est difficile. En hiver, elle est même parfois impossible. Et donc, on a besoin de cette double activité entre l'activité ski et beaucoup de moniteurs qui sont aussi agriculteurs. Et c'est ce qui permet à la fois d'avoir cette activité touristique en hiver et puis d'avoir une agriculture qui soit maintenue le reste de l'année en montagne. Dites-moi, comment ça fonctionne une ferme de lycée agricole, surtout dans l'exploitation laitière, hein, puisque vous fabriquez du fromage ici? Oui. On a des travaux qui sont emblématiques, c'est la traite, le soin des animaux, matin et soir. Et puis il y a la réappropriation des références techniques et économiques de la ferme, c'est-à-dire le compte d'exploitation, la technique agronomique, l'agroécologie. Si on veut poursuivre la production laitière sur nos territoires, il faut qu'on ait des jeunes qui puissent avoir une vie. Et ils nous le disent, hein, ils veulent faire ce métier, ils savent qu'il est exigeant, mais pas à n'importe quel prix. Et la mécanisation, elle a cet intérêt-là. Elle a un deuxième intérêt, c'est qu'elle rend mixte le métier. On a souvent genré le métier parce qu'il y avait de la pénibilité, il y avait du travail physique. Aujourd'hui, les agroéquipements qu'on utilise, ils permettent à n'importe quelle personne à faire ce métier-là. Donc c'est plutôt un progrès social, et un progrès technique qui a du sens. Je crois que j'ai une touche. Oui, là je pense que vous avez une amoureuse, monsieur le sénateur. Là. Alors évidemment, en Tarentaise, on pense Beaufort, hein, c'est pas très loin. Pas seulement, on pense fromage. Évidemment, et d'ailleurs, là on va voir un jeune affineur, Éric Mainbourg, qui a réutilisé les anciennes poudrières, oui, hein, donc un dans peu la montagne. Enfoncé dans la montagne voilà, dessous, fait, des caves naturelles. Pour installer ces caves d'affinage. Ah, génial. Voilà. Il fait un petit peu frisquet là. Il me semble qu'on commence à rentrer dans la montagne. Mais c'est long, dites donc, le tunnel, il fait presque une centaine de mètres. Hein. Ouais, à peu près. Sous la montagne, quoi. Vous êtes directement dans la montagne. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça va? En train de brosser ses fromages. C'est ça, bonjour voilà. Vincent. Bonjour, enchanté. On est loin sous la montagne là. Voilà, là on est à peu près à 65 mètres, ce qui fait qu'en fait ça calme. On est tellement isolé que toute l'année, quelle que soit la température extérieure, il fait environ
12 degrés et demi et une hygrométrie quasiment à saturation autour des 95%. Et avant qu'il y ait du fromage, c'était une poudrière, c'est-à-dire qu'on stockait quoi alors? Voilà, après-guerre, ça a été creusé assez rapidement et ils ont stocké des bâtons de dynamite et après ça a été inutilisé pendant des années. Donc si je comprends bien, la dynamite, ça s'affine comme le fromage, 12 degrés et humidité à saturation? Potentiellement, oui, mais pour le fromage, vraiment, ça s'y adapte bien. Donc là, ce sont des raclettes. Ici, on a des petites pâtes cuites de brebis. Là, en dessous, on a des Beaufort qui sont en cours d'affinage. Ah bah voilà. Ça, c'est l'objet. Donc ça, c'est la sonde. On sonne. On sonne. Voilà. On voit qu'à peu près, le son est identique partout. Si ça résonne, si ça fait bong bong, c'est bon. Si ça fait tap tap, c'est qu'il y a du... Tap tap, il y a une petite fente qui est en train de se créer. Et c'est un signe pour nous en tant qu'affineur de se dire, eh ben, il faut le vendre maintenant, il ne va pas pouvoir vieillir bien longtemps. Donc je prélève comme ça en travers dans la croûte, je sors comme ça. Donc vous voyez qu'on a une super belle pâte jaune. Je vais sortir cette petite carotte. Évidemment. Et je vais vous la plus présenter il est jeune, comme plus ça. il colle un peu au, voilà, à la sonde. On voit que ça commence à être fondant et crémeux, ça ne devrait pas être trop mal. C'est fou là, on est déjà. Hein. On continue la visite? Allez. Comment va le marché du fromage fermier? On a assez peu souffert du confinement parce que les gens étaient soit à la maison, soit en télétravail. Ils allaient consommer dans les petites boutiques de proximité. Là, c'est peut-être un petit peu plus dur depuis quelques semaines, mais voilà, on n'est pas inquiet du tout. Il y a une particularité aussi en Savoie, c'est beaucoup de débouchés en montagne. Donc cet hiver, on a pu ouvrir les stations, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Et aussi bien pour les vins de Savoie que pour le fromage, c'est aussi une manière à la fois de faire connaître nos productions, mais aussi de les écouler. Ça fait partie de l'expérience des sports d'hiver que de se nourrir de fromage. Hein. C'est la base. Vous avez combien de producteurs en tout? Vous travaillez avec combien de producteurs? En tout, on travaille avec 80 producteurs fermiers sur les 2 départements, principalement des gens qui sont sur les massifs et les parties alpage, mais aussi des gens qui sont en vallée, bien sûr. 80, c'est beaucoup parce que souvent, on ne prend pas la totalité de la production du producteur. Ouais. Ça permet à tous d'avoir, je ne sais pas, 15-20% de la production et ça nous permet d'avoir des relations saines et équilibrées et de ne pas être dépendants les uns des autres. Qui gardent plusieurs circuits de distribution eux, à côté, ils gardent leur vente à la ferme, ils peuvent vendre aux restaurateurs à côté, aux épiceries. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est très gentil. Merci vous restez là, vous merci. occupez des fromages. Voilà, d'accord. Merci. Ok. À bientôt. Au revoir. Dites-moi Cédric, on a tout ce qu'il faut comme fromage dans le coffre. Hein, on a chargé un tout petit peu. En revanche, il manque quand même quelque chose à boire avec. Or, en Savoie, vous avez la chance d'avoir ce qu'il faut quand même en matière de vin. On se dirige vers Chignin, une commune viticole de Savoie où on fait le fameux Chignin-Bergeron. Et on va voir Annick et Pascal Quenard qui sont producteurs en bio justement de Chignin. Et on aura peut-être un peu de mondeuse. Bonjour Monsieur Quenard. Bonjour. Alors vous êtes vigneron de toujours, né dans une famille de vignerons. C'est ça, oui. Je suis au moins la 5e génération. J'ai encore des vignes que je travaille qui ont été plantées par mon arrière-grand-père en 1903. Et alors vous êtes né à une époque où les vins de Savoie, ils n'avaient pas tellement voix au chapitre. Hein. C'est vrai qu'ils avaient une mauvaise réputation, mais il y avait déjà des très bons vins de Savoie. Sauf que ce qu'on buvait forcément en station, c'était pas forcément les meilleurs. Il y avait des vins qu'on pensait être des vins de Savoie qui étaient des vins blancs de différents pays de la communauté européenne, avec une marmotte dessus, tu vois, des choses comme ça. Alors on est au pied des 2 tours, enfin celle-là en tout cas. C'est quoi? C'est des choucas des tours? Exactement. Eh ben oui, bien parce que s'ils vivent dans une tour, c'est des choucas des tours. Ils font un sacré vacarme. Hein. Moi j'adore. C'est un peu le symbole de ce vignoble. Et vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix d'être en bio, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Pas encore, mais ça va venir. C'est en train de venir. Mais ici, quand même, les conditions climatiques ne sont pas évidentes. Et on sait que le principal frein, je dirais, au bio, c'est l'humidité, notamment l'humidité stagnante, avec toutes les maladies cryptogamiques qui peuvent s'en suivre. Comment vous passez entre les gouttes, j'ai envie de dire, vous? On est sur des sols qui sont très drainants. Donc ici, il n'y a pas de l'humidité stagnante. Il n'y a plus des sauts ce matin, pendant la nuit. Là, c'est complètement sec, donc toute sauce est barrée. En fait, les gens ont vraiment une image de la Savoie, de la neige. En fait, ils viennent là au mois de février, il y a de la neige, machin. Mais ici, monsieur le sénateur le sait bien, on a des étés qui sont très chauds, qui c'est sec. Vous avez vraiment vu le changement climatique, vous?
On le voit vraiment depuis, je dirais, depuis 5 ans, à peu près 5-6 ans. Moi, ça fait 40 ans que je bosse. J'ai jamais eu... jamais fait même comme ça, quoi. Oui, oui. Là, les vendanges, avant, on commençait première quinzaine d'octobre. Maintenant, on commence première quinzaine de septembre. Il y a quasiment un mois de décalage en 30 ou 40 ans, quoi. Monsieur le sénateur, aujourd'hui, il y a clairement une politique du gouvernement qui voudrait nous amener à une transition écologique. Bon, même si vous n'êtes pas dans la majorité présidentielle, ce sont des mesures que tout le monde doit approuver au moment de voter les lois, non ? Se préoccuper de l'environnement, tout le monde est favorable. Et il faut faire attention à ce que, comme je dis, on n'accélère pas finalement un phénomène que l'on craint. Quand on impose des normes et des contraintes supplémentaires à nos agriculteurs, mais c'est vrai aussi pour l'industrie, et qu'on accepte dans le même temps d'importer des produits par d'autres agriculteurs qui viennent d'autres pays et qui n'ont pas les mêmes contraintes, c'est le cas pour le bio. Effectivement, le bio, c'est une démarche qui est vertueuse. Mais si on met le bio forcément en avant et qu'on n'a pas les capacités de production en France, on importe du bio qui a l'étiquette bio, mais qui va venir d'Amérique du Sud, qui va venir de l'autre bout de la planète, avec un bilan carbone qui sera peut-être bien pire que de l'agriculture raisonnée qu'on peut faire en France. On a intérêt, je pense, à travailler différemment, à relocaliser, à travailler plus proprement. Et moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas pour une décroissance, mais qui sont pour une croissance compatible avec le respect de l'environnement. Je crois aussi, mais c'est ma vision, hein, je pense qu'on a été habitué à ne pas payer la vraie valeur des choses. Oui. J'ai planté des patates l'an passé, j'ai regardé combien ça coûtait. Quand je vois à 0,80 un kilo de patates, c'est juste impossible. J'aime beaucoup le titre de cette émission, Manger, c'est voter. Je veux dire, la base quand même, c'est déjà de manger, quoi. Moi, des fois, j'entends les gens gueuler, ils disent que la nourriture est trop chère, surtout quand elle est bio ou machin. Mais par contre, j'entends jamais personne dire qu'un iPhone à 800 balles, c'est trop cher, quoi. Enfin, qu'est-ce qui est le plus important ? Le budget des ménages aujourd'hui pour la bouffe, je crois qu'il est de 15%. Ah oui, ça n'a cessé de 50, il était à 30 ou 35%. Et les gens se nourrissaient bien, quoi. À la fois la crise du Covid, la crise internationale qu'on est en train de vivre, on fait prendre conscience, je pense à beaucoup de gens, qu'un pays ne peut pas être complètement libre s'il n'est pas souverain. Souveraineté énergétique, souveraineté de la défense, souveraineté sanitaire et souveraineté agricole. Bon, on a pas mal parlé au soleil et ça donne sacrément soif. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ce chignin bergeron, là, on l'a toujours pas goûté. Hein, parce que la vigne n'est pas prête, mais je suppose qu'il y a quelques bouteilles dans le chai. Il en reste un peu de l'an passé, ouais, il en reste un petit peu. Ouais. On y va alors ? Allez, on y va. Avec grande modération, hein, bien sûr, évidemment. Même s'il n'y a pas beaucoup d'alcool dedans. Madame Quenard, votre prénom c'est ? Annick. Alors je vous salue Annick. Bien, merci de nous accueillir. On sent vraiment cette épaisseur, hein, cette texture ample, généreuse. Ça n'empâte pas la bouche. Oui, et ça c'est très important. Une amertume élégante, entièrement bio. Donc ça ne peut pas faire de mal. Tout à fait, ça peut faire que du bien. Ça élève l'esprit. Je suis assez fier de ce cépage-là particulièrement. Et le chignin bergeron, pour un modeste élu savoyard, quand je rencontre mes collègues de régions viticoles, etc., j'ai pas honte de leur servir un chignin bergeron aujourd'hui. Bon allez, on retrinque. On va finir par péter les verres. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre sur Manger, c'est voter. On se retrouve très vite sur Public Sénat.